After a rigorous and thorough competition between some of America's top aerospace companies, the Air Force is going to be awarding the contract for the next generation air dominance platform to Boeing. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous avez forcément vu passer l'information, le 21 mars dernier, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, annonçait que Boeing gagnait le programme du NGAD, le Next Generation Air Dominance, le chasseur de l'US Air Force qui va remplacer le fameux F-22 Raptor, qui est un avion inégalé sur le plan de la défense aérienne et que les Américains avaient tout simplement refusé de vendre à l'export pour s'assurer la maîtrise totale du ciel, quel que soit le lieu sur Terre. Cette compétition qui opposait Boeing à Lockheed Martin a été grandement commentée, tout comme ce petit nom de F-47. Alors je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est un tour de l'avion au vu des images que les Américains ont bien voulu nous partager et essayer de comprendre en quoi ce F-47 peut être effectivement une rupture dans la manière dont le combat aérien a lieu de nos jours et essayer de comprendre la logique américaine pour essayer de dominer le ciel et surtout l'océan Pacifique. Pour ce faire, on va prendre un petit peu de recul et on va également regarder les anciens programmes, les démonstrateurs, tout ce qui a amené Boeing à présenter et à gagner ce F-47, car si vous croyez que c'est un programme qui vient tout juste de sortir du chapeau pour permettre à Boeing de survivre avec les problèmes du 737 MAX, avec les problèmes du KC-46 Pegasus, avec ses problèmes d'Air Force One, et que 47 a uniquement été choisi pour plaire à l'ego du président américain, eh bien je pense que cette vidéo va permettre de vous recaler un petit peu les gyroscopes. J'en dis pas plus, jingle. Avec notre nouvel ouvrage, l'état final recherché, c'est de vous faire redécouvrir la culture de sécurité grâce à l'adaptation des méthodes de l'aviation. Vous allez vous rendre compte que ce que l'on fait à Mach 1,5 a été réfléchi pour nous permettre de rentrer vivant et d'accomplir la mission, le tout dans les délais impartis et surtout avec les moyens à notre disposition. Il y a pas mal de choses dont vous pourriez vous inspirer dans votre quotidien. Je vous propose de découvrir tout ça dans l'ouvrage. Le lien est juste en dessous. Dès 2016, dans sa vision Air Superiority 2030, l'US Air Force parlait d'un nouvel aéronef qui allait remplacer le F-22. Il l'appelait à l'époque le Penetrating Combat Aircraft, l'avion de combat qui va pénétrer chez l'adversaire. Ensuite, derrière, et ces différentes années, on a eu quelques bribes d'informations sur ce qui allait devenir le F-47. En 2020, par exemple, le docteur Roper, qui était à l'époque sous-secrétaire des acquisitions et de la technologie pour l'armée de l'air, annonçait qu'un aéronef à l'échelle 1 avait déjà volé, ce qui est maintenant corroboré par le président Trump qui dit que ça fait 5 ans que le prototype du F-45 vole. À cette époque-là, il était question d'une sorte de Digital Trinity, une trinité digitale qui allait vraiment définir le concept de ce nouveau chasseur autour d'une énorme agilité au niveau des softwares embarqués, d'une architecture ouverte qui allait permettre un développement extrêmement agile de cet aéronef, mais également une conception purement digitale. En 2023, dans un podcast, dans le Defense and Aerospace Report, on apprenait de sources officielles que 3 démonstrateurs du NGAD avaient volé. Ce que l'on apprend derrière en source ouverte, c'était mi-2024, c'est que ce programme avait été mis en pause pour différentes raisons, et la raison principale était la volonté américaine de vraiment inclure les CCA, les Collaborative Combat Aircraft, tous ces drones qui doivent accompagner les chasseurs, et ils sont retournés au cahier des charges en se disant cela doit être absolument central. Le choix entre Boeing et Lockheed Martin, chez Boeing c'est Phantom Works, chez Lockheed Martin c'est Skunksworks qui travaille sur ces sujets, avait apparemment été défini fin 2024, mais l'administration américaine sortante avait décidé de laisser la décision et la responsabilité, si je puis dire, à la nouvelle administration de faire son choix. Toujours est-il, à l'heure actuelle, on est sur un contrat de 20 milliards de dollars pour ce qu'ils appellent le EMD, Engineering and Manufacturing Development, donc toute la partie vraiment prototype et tout mettre en place. Et derrière, le prix catalogue devrait être aux alentours des 300 millions de dollars. Alors si vous dites que c'est hors de prix, à votre avis, mettez-le moi dans les commentaires.
quel est le prix catalogue d'un Airbus A350. Et ça, c'est un point intéressant. On parle souvent du prix d'un avion de combat, le prix du F-35, le prix du Rafale, mais comparez-le au prix d'un avion civil qui a vocation juste à aller du point A au point B en transportant en toute sécurité des gens. Vous allez vous rendre compte, eh bien même si un avion de combat à la tonne, c'est probablement ce qui se fait de plus cher au monde, quand vous comparez à des avions, et d'ailleurs regardez, Boeing vient de signer avec Korean Airlines, les contrats sont également monstrueux. Allez, on attaque notre tour avion. Alors, F-47, comme je vous ai dit, le premier niveau, c'est de se dire 47e président des États-Unis, c'est M. Trump. Et là, deuxième niveau, c'est se dire P-47, qui en 1947 est devenu le F-47, car il y a eu un changement dans les appellations des avions de combat aux États-Unis à partir de 1947, et de se dire, en fait, c'est le successeur de ce gros chasseur de supériorité aérienne qui était le Thunderbolt. Et le troisième niveau est un tout petit peu plus subtil. Pourquoi ce changement de nom en 1947? Eh bien parce qu'en septembre 1947 a été créé l'US Air Force. Donc ce F-47 permet de cocher différentes cases d'un point de vue hommage. Hommage au gros chasseur de supériorité américaine de la Seconde Guerre mondiale, P-47 devenu plus tard F-47. Hommage à la date de création de l'USAF et hommage au président qui a signé le chèque. Maintenant, regardons ces images. Comme vous pouvez le voir, on va commencer par les ailes. Ces ailes ont ce qu'on appelle un dièdre positif. Elles sont vers le haut. Pourquoi est-ce qu'on voit très rarement ça sur un avion de combat, si ce n'est jamais? Eh bien parce que ce dièdre positif vous fait gagner en stabilité. Et si vous gagnez en stabilité, vous perdez en manœuvrabilité. Donc généralement sur des avions de combat, on a plutôt tendance à avoir un dièdre neutre ou un dièdre légèrement négatif pour gagner en agilité, en manœuvrabilité, en nervosité sur le roulis. Là, clairement, on voit que ce n'est pas l'idée. Et c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous renseigne sur la finalité d'utilisation de cet avion. Vous voyez que ces ailes sont extrêmement fines. Je ne pense pas qu'ils vont mettre beaucoup de choses sous ces ailes, un petit peu comme le F-104. Le F-104 avait des ailes extrêmement fines, l'armée derrière, ça n'a pas été une situation d'avenir à basse altitude. Donc il est probable qu'il n'y ait pas grand-chose qu'on veuille mettre sous ces ailes, ce qui va permettre de rester furtif, mais surtout qui va montrer qu'au niveau du cahier des charges, au niveau de la réflexion, ils ont pensé à autre chose. Et ce autre chose, je pense que c'est l'intervisibilité et la capacité à émettre avec des capteurs situés sous l'avion et à garder sans aucun masque le contact. Je m'explique. Quand j'ai mon Rafale avec des bidons et que j'ai par exemple mon pod laser, que je dois partir en virage pour arrêter de me rapprocher de la cible, à votre avis, si mon pod est juste là et que j'ai mon bidon dans l'axe, qu'est-ce qui va me gêner? Eh bien, le bidon, ce qui est sous l'aile, voire mon aile, vont créer un masque. Et je vais être limité dans ma manœuvrabilité pour pouvoir garder en permanence le contact avec la cible au sol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous souhaitez avoir un avion qui est en communication constante, par exemple avec ces drones, eh bien vous allez vouloir mettre les ailes vers le haut de manière à permettre à votre avion de manœuvrer, de faire par exemple des hippodromes, tout en maintenant en permanence une communication qui se passe extrêmement bien, qui ne soit pas gênée par les ailes ou gênée par des emports sous les ailes. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que si votre avion doit être accompagné d'autres drones, quel est l'objectif? Vous envoyez vos drones avec l'armement, tirer, se battre, tirer des missiles RR, faire ce qu'ils ont à faire et vous, normalement, vous restez en arrière, vous donnez les ordres, vous validez les décisions. Vous êtes manager de proximité. Et pourquoi on a besoin de ce management de proximité? Parce que si vous ne dépendez que des satellites, c'est un talon d'Achille qui peut être brouillé. Donc vous avez besoin d'envoyer un chasseur dit de 6e génération pour contrôler vos drones, pour contrôler la totale, le tout avec une portée optique, ce qu'on appelle la line of sight en portée visuelle directe. Et si vous faites des petits calculs, vous vous rendez compte qu'au niveau 400, à 40 000 pieds, vous avez en gros 400 km de portée. Maintenant, montez au niveau 600, vous avez 483 km de portée. Donc ça vous permet à plus de 200 nautiques de continuer directement de manière quasi instantanée de donner des ordres à vos drones tout en restant à l'extérieur du territoire et donc sur
sur des zones très grandes comme par exemple le Pacifique, forcément c'est très intéressant. Donc ces ailes nous montrent que cet avion a été réfléchi plutôt pour voler très haut, pour pouvoir donner des ordres sans avoir à se rapprocher forcément de la menace adverse. Parce que le problème généralement en combat aérien, quand vous voulez donner des ordres ou continuer à guider de l'armement, avec par exemple ce qu'on appelle la liaison avion-missile, vous avez tendance à vous rapprocher de la menace. Là, avec ces ailes-là, vous allez pouvoir manœuvrer tout en continuant à garder le contact et c'est ce que nous apprennent ces ailes. Au niveau des prototypes, regardez le YF-118G, le Bird of Prey, ça ressemble énormément, ça a volé dans les années 90. Et sinon, vous avez Scaled Composite qui nous a fait le Demonstrator 401. Et donc vous voyez que ça ne sort pas de nulle part, ce design. Ça fait des années que les ingénieurs travaillent dessus. On continue notre tour avion avec le nez. Comme vous pouvez voir, le nez est assez particulier avec cette forme-là et je ne serais pas étonné qu'ils nous mettent par exemple 2 radars, un de chaque côté. Pourquoi est-ce que je ferais ça à leur place? Eh bien tout simplement, encore une fois, dans cette logique de dépointage. Quand vous avez le nez qui est devant l'avion, ça va généralement vous limiter à ouvrir à 60 degrés pour pouvoir continuer à éclairer et donner des informations à vos drones ou à vos collègues. Si maintenant de base vous avez des radars qui dépointent un petit peu, eh bien vous pouvez peut-être voler à 90 degrés et tout en étant à 90 degrés, être en limite d'antenne et continuer à éclairer grâce à votre super radar, donner des ordres à vos drones qui eux sont plus près, qui créent des embuscades contre la chasse adverse. Personnellement, quand j'ai vu ce nez, je me suis dit « Ah, bah moi, je lui mettrais bien 2 radars, mais je ne sais pas si on saura un jour. » Et la logique, encore une fois, c'est quoi? C'est de vous permettre de continuer à éclairer la menace, à guider de l'armement sans vous rapprocher et rentrer dans le volume de tir adverse. Et c'est d'autant plus important que vous volez haut. Si cet avion a vocation à être haut, eh bien les missiles aériens vont porter beaucoup plus loin et donc il faut être vraiment loin et surtout ne pas mettre le nez vers la menace, ne pas se rapprocher de quelqu'un vers lequel vous êtes en train d'envoyer vos drones ou vos missiles. On continue notre tour avion avec le cockpit. Ce que l'on voit, il est large, ce ne serait pas impossible que ce soit un cockpit en tandem avec 2 personnes, mais le point vers lequel je veux insister là, eh bien c'est la survivabilité du pilote. Pourquoi? Parce que clairement, grande distance, un avion avec ce type d'aile, cette volonté de pouvoir guider en dessous, eh bien on va être sur un avion qui va devoir monter haut. Les Américains savent faire de l'aéronef qui monte haut. Rappelez-vous le U-2 qui vole au niveau 700 à 21 000 mètres et le SR-71 qui vole au niveau 850 26 000 mètres. L'avantage de voler très haut, eh c'est qu'il y a moins d'air. Par contre, eh bien, ça fait moins de résistance à l'avancement, mais il faut avancer et il faut avoir les réacteurs qui vous permettent de le faire. La problématique, quand on commence à monter au-dessus du niveau 600, eh bien, c'est une problématique, par exemple, qu'a le F-22. Le F-22 s'arrête au 600. Vous allez être contraint par ce qu'on appelle la ligne d'Armstrong. La ligne d'Armstrong, c'est au niveau 630, à 19 200 mètres. Et le souci, c'est l'ébullisme. La température d'ébullition de l'eau au niveau 630, c'est 37 degrés. Donc pour éviter des problèmes physiologiques au niveau de votre pilote, vous êtes obligé de mettre une sorte de tenue de cosmonaute, d'où cette tenue pour les pilotes de SR-71 et de pilotes de U-2. Avec un cockpit aussi large, il n'y a aucun souci pour embarquer ce type de tenue. C'est pas forcément l'idéal pour faire du combat aérien rapproché, même j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout adapté. Donc la question va se poser de savoir s'ils vont aller échouer au niveau du niveau 600 ou au-dessus, sachant que le F-22 y va, avec comme objectif, comme récompense si je puis dire, à aller aussi haut, cette capacité à voir extrêmement loin et à guider extrêmement loin. On continue notre tour avion avec ce qui ressemble à être des petits canards. Donc là, on a 2 images disponibles en source ouverte. Sur la première image, on a l'impression qu'effectivement, il y a des canards assez gros. Sur la deuxième, ils ont l'air beaucoup plus petits. Les canards vont généralement jouer sur votre manœuvrabilité. Ça va pas être terrible en termes de réduction de votre surface équivalente radar, car si ça bouge, ça peut être gênant. Par contre, là, on a l'impression également qu'il cache un petit peu l'entrée d'air. Et donc, il pourra avoir également vocation à gêner un petit peu la visibilité de votre entrée d'air. Là, c'est dur à dire. Par contre, ce qui est probable, c'est qu'il y ait des sortes de senseurs au niveau de ces canards. Et dans tous les cas, sur ce type d'aéronef, soit les canards ne vont vraiment bouger qu'à faible vitesse. À haute vitesse, soit ils sont fixes, soit ils bougent extrêmement peu. Alors, on n'a pas beaucoup plus que l'on peut voir sur cet avion, hormis le fait qu'il n'a pas de dérive. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il vient remplacer le F-22, qui, comme je vous le disais plus tôt, n'a pas été proposé à l'export. Le président Trump a annoncé que si le F-47 était acheté à l'export et qu'il y a beaucoup de demandes à l'heure actuelle, eh bien, il serait dégradé, c'est ce qu'on a entendu dans la presse,
Mais la suite de sa phrase, d'environ 10%, ce qui n'est pas énorme au vu du côté un peu disruptif de cet avion. Donc ça reste un avion qui serait disponible à l'export, qui est très intéressant, sachant qu'il y a de nombreuses autres nations qui travaillent sur des avions de 6e génération. Fact also represents a historic investment in our defense industrial base, helping to keep America at the cutting edge of aerospace and technology. Our allies are calling constantly, they want to buy them also, and certain allies will be selling them, perhaps toned down versions. We like to tone them down about 10%, which probably makes sense because someday maybe they're not our allies, right? Et pour bien comprendre ce que le F-47 remplace, je vous propose qu'on fasse un tout petit détour par le F-22, un Raptor, qui nous vient du programme ATF. L'Advanced Tactical Fighter, c'est ce qui a permis la genèse du F-22. F-22 qui est construit en grande partie par Lockheed Martin et pour certains morceaux par Boeing, qui font par exemple les ailes, l'arrière du fuselage, mais également l'avionique. Il n'y a eu que 195 F-22 fabriqués, 8 pour tous les tests et 187 qui derrière sont devenus opérationnels. C'est 2005 qui a vu la première année opérationnelle du F-22 et ils ont été construits entre 1995 et 2011. Ces avions, dont le F-22, un des prototypes, avait fait parler de lui avec ses images de crash à cause d'un problème de logiciel de commande de vol. Le F-22, on est sur du gros chasseur, sa masse à vide, c'est quasi la masse d'un Rafale, on est sur du 20 tonnes. Au maximum, au décollage, on est sur des 35 tonnes et surtout, il a une capacité bisonique, Mach 2,25 et une capacité de super cruise. Alors, le super cruise, c'est voler supersonique sans mettre la post-combustion. Pourquoi c'est vital et pourquoi on va retrouver ça dans le F-47? Parce que quand vous allumez la post-combustion, toute la région est au courant si la région dispose d'un capteur infrarouge. Donc en fait, quand vous êtes dans la nouvelle génération de combat aérien, avoir la post-combustion c'est bien, mais l'utiliser pour passer le mur du son ou accélérer, même très loin de la menace, c'est dire à tout le monde où vous vous trouvez, parce que la signature thermique est tellement forte que tous les détecteurs se mettent à hurler. Donc faire le super cruise, ça vous permet de voler supersonique tout en restant plus discret d'un point de vue infrarouge et de consommer moins. Le F-22 c'est le faire, mais ce n'est pas non plus fou. Pour les grandes distances, pour le travail que va devoir faire le F-47, il va falloir que le Super Cruise soit très efficace et on va reparler du moteur juste après. Le point sur lequel je veux insister, c'est qu'à l'heure actuelle, ça parle d'environ 200 F-47. En 91, pour le F-22, le marché était de 648 avions. 648 avions et au final, 187. Donc ça a fondu comme peau de chagrin. En 97, c'était plus que 339. En 2001, 295. Et finalement, en 2007, 183. Et l'US Air Force, elle en voulait 380. Pourquoi je vous parle de ça? On se retrouve sur un prix unitaire qui a doublé et surtout sur un très petit format. 187 chasseurs de supériorité aérienne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'heure actuelle, la cible F-47 est à peu près autour de ça. Mais on va voir que si cette cible est respectée, rien n'est moins sûr, bien en fait la capacité de suprématie aérienne va être absolument décuplée, car pour faire très simple, la génération d'avant le F-22, pour défendre un point, il vous fallait 4 Mirage 2000. Prenez par exemple le 2000C, avec ses missiles à l'époque, on est dans les années 85. Pour défendre par exemple la ville de Dijon, il fallait 4 chasseurs. Pourquoi? 2 chasseurs ensemble, avec un dont le radar regarde en haut, un dont le radar regarde en bas, ce qui vous permet de couvrir tranche d'altitude d'où peut venir l'ennemi. Pendant que vous avancez, l'autre patrouille de 2, elle, fait dos à la menace. Et après, on tourne comme ça en hippodrome, et en permanence, on a un radar qui regarde en bas, un radar qui regarde en haut. Donc il faut 4 avions pour tenir un point en permanence et pouvoir s'assurer que personne n'approche. Ça, c'était en gros 3e et 4e génération. Avec l'arrivée maintenant des antennes actives, avec 2 avions, vous pouvez faire de l'RR. Parce qu'un avion peut regarder à la fois en bas et en haut. Donc on tourne à 2. Et le travail de défense aérienne se fait toujours par paire. On ne part jamais seul au combat. Et là maintenant, avec cette connectivité, avec ces fameux CCA, l'objectif des Américains est de réduire le coût de maintien en condition opérationnelle de leur défense aérienne. Ça fait environ 1 an qu'ils en parlent en source ouverte. Leur objectif avec un F-47 est de le faire accompagner par plusieurs équipiers qui sont en fait des drones. Et comme ça, avec un seul avion, accompagné par ces 5 drones, eh bien vous pouvez largement gérer la protection de la ville de Dijon et d'une ville à côté sans aucun souci avec
un seul chasseur, là où avant, il vous en fallait 8. Et l'excellente nouvelle pour le contribuable américain, c'est quoi? Eh bien, c'est que lors des vols d'entraînement, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont faire décoller ces drones? Je pense que non, et je pense que de manière native, à l'intérieur des systèmes du F-47, cela simulera ces drones, et comme ça, votre pilote pourra faire 150 heures de vol par an. En vol, aura l'impression de gérer des drones qui en fait n'existent que dans l'informatique en mode simulation, et le jour du combat, ou une fois par an sur les grands exercices, il volera avec ces vrais drones. Mais la capacité, c'est quoi? Eh bien, c'est une réduction énorme du maintien en conditions opérationnelles, puisqu'il y a moins de maintenance, puisque vous n'avez pas besoin de faire voler les drones pour les entraîner, vous avez juste besoin de faire voler un pilote, là où avant, pour la même mission, vous en faisiez voler 8. Et donc c'est là où ce F-47 vient vraiment poser une rupture par rapport aux générations précédentes, et ce, dès le début. Maintenant, est-ce que des avions comme le Rafale ou le F-35 peuvent fonctionner de la même manière? Absolument, mais là ça a été réfléchi de manière native, et donc avec une capacité d'agilité et une facilité, je pense, pour l'équipage de gestion qui sera sans aucune commune mesure. Donc pourquoi est-ce que je voulais m'arrêter sur ce point-là? Parce qu'on a vu et on voit régulièrement eh bien, que le nombre de chasseurs diminue. Ce qu'il va falloir observer dans les prochaines années sur le programme F-47, c'est d'un côté le nombre de chasseurs, mais surtout le nombre de CCA, le nombre de drones, d'équipiers qu'ils commandent, car c'est vraiment la fusion des deux qui va leur permettre d'avoir un impact sur le champ de bataille. Et je pense qu'ils vont pouvoir regagner énormément de masse et d'efficacité opérationnelle grâce à ce concept. Comme vous le savez, Boeing a été beaucoup décrié, surtout par les pro-Airbus ces dernières années. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je me suis dit, c'est qu'il était quand même intéressant de vous donner la conscience de la situation de l'industrie de défense militaire aéronautique américaine actuelle. Vous avez en gros 3 piliers. On a Boeing, qui s'apprête à arrêter les Super Hornets, les F-18 Super Hornets, qui continue à fabriquer des F-15, qui fabrique les entraîneurs T-7 et qui vient de récupérer le contrat F-47. Ils vous fabriquent tout ça du côté de Saint-Louis, dans le Missouri, et viennent d'investir de manière massive dans leurs usines. À côté, vous avez Lockheed Martin avec son F-35, mais également qui a repris la fabrication des F-16 à version Viper, extrêmement efficaces, qui se vendent comme des petits pains car pas cher, et qui s'occupent du support du F-22. Et vous avez Northrop Grumman, qui eux sont sur le B-21, qui va forcément beaucoup travailler avec le F-47 dans le futur. Mais il reste une compétition en cours entre Northrop Grumman et Boeing sur le FAXX. Et le FAXX, eh bien, c'est le remplaçant du Super Hornet pour la Navy. La Navy, à l'heure actuelle, elle a du Super Hornet, mais ça va partir. Elle a du F-35, et le F-35 ne sera pas seul. Il y aura un autre chasseur d'attaque, un F/A. F, c'est pour Fighter, A, c'est pour attaque au sol. Et ce programme n'a pas encore été attribué. Il sera embarqué sur porte-avions. Donc c'est important de voir que le futur, le renouvellement de la flotte américaine va également passer par ce programme dont on entendra parler dans les prochaines années, le FAXX, qui n'a pas encore été attribué. Alors, vous l'aurez compris, ce F-47 ne sort absolument pas de nulle part. On a parlé du YF-118 Bird of Prey, on pourrait parler du X-32, regardez, c'était le compétiteur du F-35 qui a perdu, qui a fait son premier vol dans les années 2000. On pourrait parler en 2002 du X-45, on a parlé forcément du Demonstrator 401 de Scale Composite. Donc vous voyez que ça fait une vingtaine d'années que les ingénieurs américains travaillent sur ces différentes formes. Et regardez ces images qui ont été aperçues il y a une dizaine d'années dans le ciel. Voilà, c'est pas nouveau comme design et c'est le fruit de longues années de recherche. Et souvent, le gros problème sur les programmes de chasseurs, c'est la motorisation. Et donc GE et Pratt & Whitney ont annoncé eh bien, qu'ils vont participer et qu'ils ont gagné le NGAP, le Next Generation Adaptive Propulsion Programme. C'est donc eux qui vont être en charge de la propulsion du chasseur F-47. Un défi assez intéressant, et la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce sera un monomoteur ou vont-ils partir sur un bimoteur? Et là, 2-3 petites questions à se poser. La première question, c'est comme vous pouvez le voir, les ailes sont extrêmement fines, le fuselage est très large, alors que le F-47 est mis en avant par les Américains comme étant plus furtif, avoir plus d'autonomie, avoir une meilleure disponibilité, réduire les infrastructures et le nombre de mécaniciens nécessaires et également même être plus facile à changer que la génération précédente, que le F-22.
La grande question que l'on se pose, c'est la consommation de pétrole et où est-ce que le fabricant va mettre le pétrole. Donc, il y a des choix à faire sur un avion. On parlait d'avions de ligne tout à l'heure. Les avions de ligne ont énormément de pétrole dans les ailes. Là, il est probable qu'il y aura un petit peu forcément de pétrole dans les ailes, dans le fuselage, mais à un moment, on ne peut pas tout mettre. Et quand on voit la roulette de nez avant, on voit qu'on n'est pas sur du chasseur extrêmement lourd. Donc, l'inconnu à l'instant T, c'est savoir le volume d'armement que le F-47 va pouvoir embarquer. Est-ce qu'il ne prendra que le strict minimum pour optimiser son autonomie de manière autonome sans avoir recours à un ravitailleur et donc pouvoir rester beaucoup plus longtemps au-dessus du Pacifique, à guider ses différents drones? Ou est-ce qu'il va quand même avoir cette vocation à ouvrir le feu? Dans ce cas-là, la compétition est quand même assez intéressante quand on voit les F-15, quand on voit certaines versions d'avions de combat modernes avec énormément de missiles. Est-ce qu'ils veulent essayer de rivaliser avec ça? Ou est-ce qu'on est là encore sur une rupture avec cet avion de commande décentralisé qui aura vraiment vocation à donner des consignes, mais pas vraiment vocation à aller se battre, qui devra rester en permanence à distance? Vous l'aurez compris, il y a un équilibre à trouver entre le pétrole que l'on embarque et les soutes, la place que l'on fait pour l'armement, car pour rester furtif, tout ça doit être en interne. Forcément, on est obligé de parler un petit peu des autres avions. Ça vous aura peut-être pas échappé, mais l'annonce de la sortie du F-47 a eu lieu la semaine du deuxième vol du J-36 chinois. J-36 chinois qui a fait son premier vol le 26 décembre 2024 et qui a fait son second vol le 17 mars dernier. Celui-là a 3 réacteurs, pareil, n'a pas de dérive, mais en termes de dièdre, on n'est pas du tout sur la même chose que le F-47. Et si vous voulez mon avis, c'est très malin de la part des Américains d'être parti sur ce dièdre positif pour éviter les masques. Par contre, le J-36, au vu de son volume, au vu de ses ailes, vous doutez bien qu'il va avoir une soute énorme, qu'il va avoir une énorme capacité à emporter du pétrole. Par contre, il a un tout petit nez, donc ça peut nous amener à se dire qu'en termes de radar, c'est réfléchi un peu différemment, où ça va être mis au niveau des ailes. On a déjà vu ça avec des radars à bande d'aile, pour essayer de trouver justement des avions furtifs qui ont été réfléchis pour se battre contre la bande X. Alors si vous posez la question, est-ce que demain il y aura encore des pilotes dans l'avion? Eh bien, les pilotes de chasse seront probablement ces managers de proximité qui auront comme équipier des drones. Alors là où ça va être extrêmement intéressant, c'est pour la montée en compétences, la transmission du savoir et également repartir à zéro d'un point de vue tactique. Donc je pense que les 15 prochaines années vont être absolument passionnantes pour les pilotes de combat. Si vous êtes jeune et que vous dites tiens, je ne sais pas si je veux y aller ou pas, posez-vous les bonnes questions. C'est d'abord une histoire de valeur, d'engagement et de volonté de servir son pays et peut-être d'y laisser la vie. Mais ensuite, derrière, il faut être persuadé que là, on va vers 20 années absolument passionnantes car il y aura toutes les doctrines, toutes les tactiques à revoir, à réinventer. Là où ça va être extrêmement compliqué, ça va être pour la transmission du savoir et la formation. Donc on s'attend à ce que ça ait lié énormément lié au simulateur, ce qui va nous amener vers des pilotes qui risquent de passer beaucoup plus de temps au simulateur que à piloter pour de vrai, surtout si leur drone qui les accompagne reste la plupart du temps sous cocon. Donc le métier de pilote de chasse a déjà énormément changé entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, entre la Seconde Guerre mondiale et le Vietnam, entre le Vietnam et la guerre du Golfe, entre la guerre du Golfe et les guerres dissymétriques qu'on a pu connaître ces dernières années. Autant le F-45 a l'air d'apporter une rupture sur la manière dont ça va fonctionner sur le champ de bataille, autant je pense qu'il va apporter le même saut d'un point de vue rupture dans le métier du pilote de combat qui, accessoirement, sera assisté par ces décisions par de l'intelligence artificielle. On a vu pas mal de programmes ces dernières années travailler dessus. Il faut savoir que maintenant, avec l'IA, il y a capacité à faire du combat aérien. Vous laissez faire la machine, elle fait toute seule. C'est assez bluffant ce qu'ils arrivent à faire sur simulateur. Après, le jour de la guerre avec des systèmes dégradés, c'est toujours autre chose. Et comme on aime bien dire, chez Airbus d'ailleurs, back to basics, retour aux bases. Je pense que ce qui va être le plus compliqué pour la prochaine génération de chasseurs, c'est savoir être très à l'aise avec tous les automatismes et avec la gestion de l'informatique. Et en même temps, le jour où c'est en panne, le jour où ça marche pas, après quelques temps de guerre de haute intensité, savoir revenir aux bases et continuer à savoir faire le job, même quand il y a une panne informatique. En définitive, d'un point de vue plus centré sur la défense française, ce que l'on peut retenir de tout ça, c'est qu'à un moment où en France, notre président annonce que dans 10 ans, on va avoir une nouvelle base nucléaire dans l'est de la France avec 2 escadrons Rafale et il semblerait qu'on commande 20 plus 10, 20 Rafale armées de l'air, 10 Rafale marines de plus à l'horizon 2035. Eh bien, les Américains de leur côté auront 1,5 génération d'avance sur nous à ce moment-là, puisque pour 2035, ils comptent bien avoir des F-47
en état de vol. De notre côté, si vous voulez mon avis, le grand absent des discours à l'heure actuelle, c'est notre programme SCAF. On entend le financement d'un peu plus de Rafale, toutes ces choses-là, mais ça pourrait également être l'occasion d'accélérer sur le SCAF, ne pas se laisser distancer, car qui sait, peut-être qu'il pourrait intéresser du monde à l'export. Toujours est-il, la concurrence est rude sur le marché des chasseurs de 6e génération. On a maintenant les Chinois qui ont volé, les Américains, le Royaume-Uni avec son Tempest, les Indiens qui sont intéressés, les Russes qui parlent d'en fabriquer également, l'Italie, la Suède, le Japon, l'Allemagne, l'Espagne, la France. Bref, pas mal de sujets, mais aujourd'hui l'objectif c'est de vous permettre de mieux comprendre ce F-47 comme 1947, comme F-47 Thunderbolt et accessoirement comme 47e président des États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt sur la chaîne ou en conférence dans votre entreprise. On fait des interventions sur la sécurité, mais également sur le management en conférence ou directement avec des simulateurs de vol dans vos locaux. Je vous dis à très vite et d'ici là, fly safe. Si vous voulez mon avis, la guerre ne devrait pas être réduite à un jeu vidéo.